Un large éventail d'armes joua un rôle crucial pour l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession, contribuant à façonner l'orientation des batailles et la stratégie militaire. Des fusils de précision aux armes de mêlée en passant par l'artillerie lourde, la guerre fut définie par l'utilisation de technologies de pointe et d'armes traditionnelles adaptées aux besoins d'un conflit à grande échelle. La vidéo d'aujourd'hui présente les armes les plus emblématiques et les plus importantes de l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine. Le fusil Springfield modèle 1861 était la première arme à feu utilisée par l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine. Fabriqué par l'armurerie Springfield, ce fusil à percussion de calibre 58 fut largement distribué parmi les soldats de l'Union et fit partie intégrante du succès militaire du Nord dans le conflit. L'une des principales caractéristiques du Springfield modèle 1861 était sa précision à des distances allant jusqu'à 500 mètres, surpassant ainsi les anciens mousquets à chargement par la culasse courant à l'époque. Cette précision était particulièrement utile dans les batailles à longue distance où la supériorité de feu de l'Union jouait un rôle décisif. Le fusil utilisait des munitions miniées qui permettaient un chargement plus rapide et plus efficace même sous pression. Bien qu'il soit plus lent à recharger que les fusils à répétition introduits plus tard comme le Spencer, le Springfield modèle 1861 se distingue par sa fiabilité et sa simplicité, ce qui le rend idéal pour la production de masse et la formation rapide des soldats. Près d'1 million d'unités ont été fabriquées tout au long de la guerre, ce qui en fait le fusil le plus répandu parmi les troupes de l'Union. Son endurance et son efficacité en ont fait un emblème de la puissance militaire industrielle du Nord et un facteur essentiel de la victoire de l'Union dans la guerre de Sécession. Le revolver Colt Navy modèle 1851 a été l'une des armes les plus emblématiques et les plus utilisées pendant la guerre civile américaine, tant par l'armée de l'Union que par les Confédérés. Mis au point par Samuel Colt, ce revolver à percussion de calibre 36 a été conçu à l'origine pour la marine, d'où son nom, mais il est rapidement devenu une arme populaire parmi les soldats d'infanterie, les officiers et surtout la cavalerie. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Colt Navy était son équilibre et sa maniabilité. Avec un poids d'environ 1,2 kg, il était plus léger que la plupart des revolvers contemporains, ce qui le rendait facile à utiliser au combat. Doté d'un chargeur de 6 coups, il était rempli de poudre noire et tirait des balles de plomb sphériques ou coniques, ce qui lui conférait une bonne précision et un bon pouvoir d'arrêt à courte et moyenne distance. Bien que le Colt Navy soit moins puissant que le Colt Army modèle 1860 de calibre 44, il était apprécié pour sa précision et son faible recul. Il était particulièrement apprécié des cavaliers et des officiers qui appréciaient sa fiabilité dans les situations de combat intenses. Sa capacité à tirer plusieurs balles avant d'être rechargé était un avantage significatif dans les affrontements au corps à corps ou les escarmouches rapides. Son design élégant, avec un barillet embossé d'une scène de combat naval, en faisait non seulement un outil de combat efficace, mais aussi un symbole de statut pour de nombreux soldats. Plus de 200 000 Colt Navy ont été fabriqués pendant la guerre de Sécession, ce qui en fait l'un des revolvers les plus populaires de l'époque. Le sabre de cavalerie modèle 1860 était l'une des armes les plus symboliques et les plus utilisées par les forces de cavalerie de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession. Réputé pour sa conception simple et efficace, le sabre fut introduit pour remplacer le modèle 1840, plus lourd, également connu sous le nom de All Wrist Breaker, qui était plus difficile à manier au combat. Le sabre de cavalerie modèle 1860 est doté d'une lame incurvée en acier, mesurant environ 86 cm de long. Sa conception plus légère et plus équilibrée était idéale pour le combat à cheval, où la mobilité et l'agilité du cavalier étaient primordiales. Il était utilisé pour couper et pousser, ce qui en faisait une arme très polyvalente dans les combats au corps à corps. Si le développement des armes à feu, telles que les fusils et les revolvers, a réduit l'importance de la cavalerie en tant que principale force de combat, le sabre a continué à jouer un rôle important, en particulier dans les attaques rapides, les embuscades et les poursuites contre les troupes ennemies qui battaient en retraite. Il était le plus souvent utilisé dans les actions de la cavalerie légère, où les combats au corps à corps étaient encore fréquents. Le sabre était souvent associé à d'autres armes de cavalerie, comme le Colt Navy Revolver, ce qui permettait aux soldats de passer de l'arme à feu à la lame en fonction de la situation. La durabilité, la simplicité et l'efficacité du sabre de cavalerie modèle 1860 en ont fait une arme fiable tout au long de la guerre, et il est devenu l'un des symboles du soldat monté de l'Union.
Le fusil Spencer a été l'une des avancées technologiques les plus importantes utilisées par l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine. Développé pour la première fois par Christopher Spencer en 1860, ce fusil se distingue par le fait qu'il s'agit de l'un des premiers fusils à répétition réussis, ce qui lui confère un avantage tactique considérable sur le champ de bataille. Le Spencer était doté d'un mécanisme à répétition actionné par un levier avec un chargeur tubulaire fixé à la crosse de l'arme, qui pouvait contenir 7 cartouches métalliques de calibre 52. Cela permettait aux soldats de tirer plusieurs coups en succession rapide avant de devoir recharger, une innovation à une époque où la plupart des fusils à chargement par la culasse n'admettaient qu'un seul coup avant un lent processus de rechargement. Le soldat pouvait tirer les 7 coups en 10 à 20 secondes environ, un exploit impressionnant qui augmentait considérablement la cadence de tir. Ce fusil était réputé pour son endurance, sa facilité d'entretien et sa précision au combat. Il a été largement utilisé par les unités de cavalerie de l'Union, telles que la brigade Wilder qui a utilisé le fusil Spencer avec succès dans des batailles telles que Chickamauga. Grâce à sa capacité à tirer rapidement et en continu, le fusil Spencer a été décrit comme une arme qui a changé la donne sur le champ de bataille. Bien qu'il s'agisse d'une innovation révolutionnaire, le coût de production élevé et le conservatisme de certains officiers de l'Union ont limité la diffusion initiale du fusil. Cependant, au fur et à mesure que la guerre avançait, de plus en plus de soldats étaient équipés du Spencer, consolidant ainsi sa réputation d'arme la plus innovante et la plus efficace de la guerre de sécession. L'avantage technologique apporté par le fusil Spencer joua un rôle essentiel dans la victoire finale de l'Union. Les grenades Ketchum furent l'une des premières tentatives d'utilisation d'explosifs portatifs sur le champ de bataille pendant la guerre de sécession. Inventées par William F. Ketchum et brevetées en 1861, ces grenades furent utilisées principalement par les forces de l'Union lors de sièges et de batailles de tranchées, offrant un nouvel aspect de l'attaque à courte portée. La conception des grenades Ketchum était simple mais astucieuse pour l'époque. Elles avaient la forme d'un petit cylindre avec une queue stabilisatrice en bois et des ailettes, ressemblant à un javelot, ce qui permettait de les lancer avec plus de précision. La grenade était lancée à la main, et lorsqu'elle touchait la cible avec la partie avant, un mécanisme d'impact activait le détonateur, déclenchant l'explosion. Les grenades existent en plusieurs tailles et pèsent de 1 à 3 kg. Bien que novatrices, les grenades Ketchum présentaient plusieurs limites. La nécessité d'atteindre la cible avec la bonne pointe pour que la grenade explose rendait son utilisation imprévisible. Si elle tombait sur le côté ou sur le dos, elle n'explosait pas, ce qui les rendait inefficaces dans de nombreux cas. De plus, dans certaines situations, les soldats confédérés parvenaient à ramasser les grenades qui n'explosaient pas et à les relancer dans les lignes de l'Union. Malgré ces défauts, les grenades Ketchum ont marqué une avancée significative dans le domaine des explosifs portables et ont inspiré les développements futurs de l'armement militaire. Elles ont été utilisées dans diverses batailles, comme le siège de Vicksburg, mais en raison de leurs limites, elles ne sont jamais devenues une arme largement fiable ou décisive. Le canon de campagne Napoléon, également connu sous le nom de canon Napoléon de 12 livres, était l'une des pièces d'artillerie les plus puissantes et les plus utilisées pendant la guerre civile nord-américaine, tant par l'Union que par la Confédération. Son nom rend hommage à l'empereur français Napoléon III, puisque c'est en France qu'il a été conçu. La version américaine a été fabriquée par la Springfield Armory et d'autres fonderies, ce qui en a fait une arme standard dans les batailles de la guerre. Le canon Napoléon avait un calibre de 12 livres, environ 5,4 kg, et tirait des obus explosifs et des balles solides avec une grande précision et une grande puissance. Sa construction en bronze, avec un canon lisse, le rendait plus résistant à la corrosion et moins susceptible de s'échauffer lors d'un tir continu. Il pouvait tirer à des distances allant jusqu'à 1500 mètres, ce qui le rendait incroyablement utile dans différentes situations de combat, comme le pilonnage des positions ennemies ou l'attaque de troupes à découvert. Le canon Napoléon de 12 livres est réputé pour sa souplesse et son efficacité. Il pouvait tirer des projectiles solides, utilisés contre les troupes en formation et pour abattre les fortifications, ainsi que des éclats d'obus et des bidons, particulièrement meurtriers à courte distance, faisant du canon une arme dévastatrice dans les attaques d'infanterie. Grâce à la simplicité de sa conception et à sa facilité d'utilisation, le canon Napoléon était l'une des armes les plus fiables de l'artillerie de campagne. Il joua un rôle crucial dans plusieurs batailles importantes comme celle de Gettysburg, où sa précision et sa puissance de feu permirent de neutraliser les percées des troupes ennemies. La combinaison de la puissance, de la précision et de la fiabilité a fait du canon Napoléon un élément incontournable du champ de bataille, symbole de l'artillerie lourde de l'époque.
Le fusil Berdan était la principale arme de l'unité d'élite des tireurs d'élite de l'Union, connue sous le nom de Berdan Sharpshooters, pendant la guerre de sécession. L'unité fut créée en 1861 sous le commandement de Hiram Berdan, un inventeur et tireur d'élite renommé, et devint célèbre pour ses capacités de tir à longue distance et ses opérations de précision. Le premier fusil utilisé par les fusiliers de l'unité était le Sharps Model 1859, un fusil à chargement arrière produit par la Sharps Rifle Manufacturing Company. Cette arme a connu un succès particulier grâce à son mécanisme de chargement par l'arrière, qui permettait une cadence de tir plus rapide que celle des fusils à chargement frontal de l'époque. À une distance de 900 mètres, le Sharps était exceptionnellement précis, ce qui le rendait idéal pour les tireurs d'élite ciblant les officiers ennemis, l'artillerie et d'autres menaces à longue portée. Les tireurs d'élite de Berdan étaient soumis à un processus de sélection strict, où chaque soldat devait faire preuve d'une précision exceptionnelle. Grâce à sa facilité de rechargement et à sa grande précision, le fusil Sharps a permis à ces tireurs d'élite de jouer un rôle décisif dans des batailles importantes telles que Gettysburg, Antietam et Chancellorsville. Il manœuvrait souvent sur les lignes de front, camouflées en hauteur, d'où il pouvait tirer des coups de feu mortels sur des cibles ennemies stratégiques. Outre leur mission de haute précision, les tireurs d'élite de Berdan ont également été déployés dans des missions de reconnaissance et d'exploration où la précision et la fiabilité de leurs armes étaient la clé du succès. Le fusil de précision a contribué à consolider la réputation des tireurs d'élite de Berdan comme l'une des premières unités de tireurs d'élite de l'histoire militaire et a constitué un exemple novateur de la manière dont le tir de précision pouvait influencer une guerre. Le canon Parrott a été l'une des pièces d'artillerie les plus révolutionnaires et les plus utilisées pendant la guerre civile américaine. Conçu par Robert Parker Parrott, un ancien officier et ingénieur de l'armée américaine, le canon Parrott a modifié l'utilisation de l'artillerie grâce à sa conception avancée, qui combinait force, précision et portée. Introduit pour la première fois dans les années 1860, le canon Parrott a été utilisé à la fois par l'Union et par les Confédérés et s'est avéré très efficace dans les batailles de campagne et les attaques de fort. Le canon Parrott était construit en fonte avec une caractéristique innovante. Le canon avait un renfort en fonte dans la culasse, ce qui évitait les fissures et les explosions, un problème courant avec les canons en fer de l'époque. Le canon était rayé, c'est-à-dire qu'il comportait des rainures à l'intérieur du canon, ce qui donnait au projectile tiré un effet de rotation, offrant ainsi une plus grande précision et une meilleure portée. Le canon Parrott, selon le modèle, pouvait tirer des obus de 10, 20 ou 30 livres jusqu'à 3700 mètres, un exploit impressionnant pour l'époque. Grâce à sa précision, le Parrott était parfait pour le pilonnage à longue distance, en particulier lors des batailles de siège telles que le siège de Vicksburg et le siège de Petersburg. Il jouait également un rôle fondamental dans le bombardement des fortifications, telles que Fort Sumter, où sa précision lui permit d'attaquer efficacement des cibles stratégiques. Le canon Parrott n'était cependant pas parfait. S'il était plus précis et avait une plus grande portée que les autres canons, sa construction en fonte le rendait plus susceptible d'être endommagé en cas d'utilisation intensive, et certains canons explosaient après des périodes prolongées de tir continu. Néanmoins, sa combinaison de précision et de puissance de feu a fait du canon Parrott une arme cruciale dans l'arsenal de l'artillerie pendant la guerre de sécession, jouant un rôle important dans les victoires de l'Union. La baïonnette employée par l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession était un outil de combat au corps à corps essentiel, largement adapté aux fusils d'infanterie, en particulier le fusil Springfield modèle 1861. La baïonnette standard utilisée par les soldats de l'Union était une baïonnette à lame triangulaire fixée au canon du fusil, transformant l'arme à feu en une lance improvisée pour le combat rapproché. D'une longueur moyenne de 43 cm, la baïonnette est dotée d'une longue lame tranchante, destinée à transpercer le corps de l'ennemi. Sa forme triangulaire rendait les blessures plus difficiles à soigner, et c'était donc une arme redoutée dans les combats au corps à corps. La simplicité de son montage sur le canon du fusil rendait la baïonnette facile à utiliser, permettant aux soldats de passer rapidement du tir au combat au corps à corps en fonction de la situation sur le champ de bataille. Bien que les batailles de la guerre de sécession aient surtout été menées à l'aide d'armes à feu, la baïonnette fut largement utilisée dans les charges d'infanterie et dans les situations dans lesquelles les combats devenaient trop rapprochés pour que les fusils puissent être utilisés avec succès.
La bataille de Gettysburg en est un exemple frappant. Des unités d'infanterie telles que le 20e régiment du Maine, dirigé par Joshua Lawrence Chamberlain, effectuèrent une charge décisive à la baïonnette à Little Round Top pour repousser l'attaque des Confédérés. Outre sa fonction de combat, la baïonnette était également un outil polyvalent pour les soldats et était souvent utilisée pour de petites tâches quotidiennes, comme faire la cuisine ou couper du bois. Malgré sa simplicité, la baïonnette était une pièce essentielle de l'équipement d'un soldat de l'Union, en particulier lorsque les soldats se déroulaient au corps à corps dans les tranchées ou sur les lignes de front. Tout au long de la guerre de sécession, l'armée confédérée s'est heurtée à d'importants problèmes de ressources et de production d'armes, ce qui l'a obligée à recourir à la fois à des armes importées et à des innovations locales pour équiper ses troupes. Malgré ces limitations, les confédérés ont réussi à utiliser un certain nombre d'armes efficaces et innovantes qui ont joué un rôle crucial dans les batailles. La vidéo d'aujourd'hui nous en apprendra un peu plus sur les armes les plus importantes de l'armée confédérée. Le fusil Enfield Pattern 1853 était l'une des armes les plus utilisées par l'armée confédérée pendant la guerre civile nord-américaine. Importé du Royaume-Uni, l'Enfield P 1853 était un fusil à percussion de calibre 577 et était la deuxième arme à feu la plus populaire du conflit, derrière le Springfield modèle 1861, largement utilisé par l'Union. Le Sud n'ayant pas les moyens industriels de fabriquer ses propres armes, les Confédérés dépendaient fortement des importations de fusils comme l'Enfield. L'un des principaux avantages du fusil Enfield était sa précision à longue portée, permettant d'atteindre efficacement des cibles à plus de 500 mètres. Ces munitions, connues sous le nom de balles miniers, permettaient un chargement relativement rapide et augmentaient le pouvoir de pénétration des tirs. Ces caractéristiques faisaient de l'Enfield un excellent choix pour les tireurs d'élite et l'infanterie confédérée dans les combats ouverts. Le fusil était chargé au canon avec de la poudre et une balle minier à l'aide d'un percuteur, ce qui était la norme pour les armes à feu de l'époque. L'Enfield Pattern 1853 a été largement utilisé lors d'engagements importants, tels que la bataille de Gettysburg et la bataille d'Antietam, où sa précision et sa portée ont permis de compenser le handicap numérique auquel l'armée confédérée était souvent confrontée. Bien qu'il s'agisse d'une arme importée et non produite en masse dans le Sud, le fusil Enfield Pattern 1853 joue un rôle essentiel dans l'arsenal confédéré, contribuant à remédier à la pénurie d'armes et fournissant aux troupes sudistes un outil de combat fiable et efficace. Le revolver Lema était une arme particulièrement unique et révolutionnaire, utilisée principalement par l'armée confédérée pendant la guerre civile américaine. Conçu par le docteur Jean-Alexandre Lema, médecin et inventeur d'origine française, le revolver Lema se distinguait de toutes les autres armes de l'époque par sa conception polyvalente à double canon. Il comportait un canon principal de revolver capable de tirer jusqu'à 9 coups de calibre 42 et un second canon central plus court situé sous le canon principal qui fonctionnait comme un petit fusil de calibre 20 chargé avec des cartouches de plomb. Le Lema était donc une arme très meurtrière pour les combats rapprochés. Bien qu'il soit lourd et difficile à manier par rapport à d'autres revolvers, le Lema représentait un avantage certain pour les officiers et les soldats de la cavalerie, qui avaient besoin d'une arme pouvant être utilisée à la fois comme revolver et comme fusil pour les affrontements rapprochés. La puissance de feu supplémentaire du canon de la carabine était particulièrement utile dans les situations d'embuscade ou de combat rapprochés où les soldats pouvaient rapidement passer d'un canon à l'autre. Le célèbre chef de la cavalerie confédérée, le général J.E.B. Stuart, fut l'un des utilisateurs les plus éminents du revolver Lema, contribuant ainsi à répandre la popularité de l'arme au sein des forces confédérées. Bien que la production du Lema ait été limitée en raison de la difficulté de fabrication et de la rareté des ressources dans le Sud, il est devenu un symbole d'innovation et d'ingéniosité dans l'armurerie confédérée. Alliant puissance, polyvalence et design distinctif, le revolver Lema fut l'une des armes les plus impressionnantes de la guerre civile, offrant aux soldats confédérés un avantage tactique dans les batailles rapprochées, malgré sa production limitée et son maniement difficile. La carabine Richmond est l'une des armes à feu les plus impressionnantes fabriquées par l'armée confédérée pendant la guerre de sécession. Conçue à Richmond, en Virginie, dans l'arsenal confédéré qui avait été construit après la prise de l'armurerie de Harper's Ferry en 1861, la carabine s'inspirait du modèle 1855 du fusil Springfield de l'Union, dont les pièces et les outils étaient récupérés et réutilisés par les confédérés pour pallier leur manque d'armement.
La carabine Richmond était principalement utilisée par la cavalerie confédérée et les troupes d'infanterie légère, car il s'agissait d'une arme plus courte et donc plus adaptée à une utilisation en mouvement. Il s'agissait d'une arme anti-aérienne à percussion de calibre 58, compatible avec les munitions miniers standards utilisées dans les autres armes à feu de l'époque. Sa construction dépouillée, vaguement basée sur le Springfield modèle 1855, a été conçue pour répondre à la demande désespérée des Confédérés en matière d'armement, compte tenu de la rareté des ressources et de la capacité industrielle limitée du Sud. Bien que la carabine de Richmond soit moins raffinée et de moindre qualité que les fusils de l'Union tels que le Springfield modèle 1861, elle joua un rôle clé en fournissant aux forces confédérées une arme à feu efficace et disponible en quantité suffisante. La carabine fut utilisée lors de plusieurs engagements cruciaux, notamment lors de la bataille de Gettysburg et de la bataille de la Wilderness, où les troupes confédérées, souvent en infériorité numérique, avaient besoin d'armes fiables à la hauteur de leur puissance. Malgré les difficultés de production et le manque de ressources, la carabine Richmond s'est imposée comme un symbole important de la capacité du Sud à improviser et à fabriquer des armes efficaces, jouant ainsi un rôle clé dans l'effort de guerre confédéré. Elle incarne la résilience des confédérés qui, malgré des ressources limitées, ont réussi à armer leurs troupes avec une arme fonctionnelle et efficace. Le sabre de la cavalerie confédérée était une arme largement utilisée par les forces de cavalerie de l'armée confédérée pendant la guerre civile nord-américaine. S'inspirant des sabres de cavalerie européens et du sabre modèle 1860 utilisé par l'armée de l'Union, le sabre confédéré était une arme de combat rapprochée, idéale pour les attaques rapides et les escarmouches dans lesquelles la cavalerie jouait un rôle clé. Le sabre confédéré standard se compose d'une lame courbée, mesurant généralement entre 86 et 91 cm, fabriquée en acier ordinaire, et d'une poignée enveloppée de cuir ou de métal, conçue pour être robuste et fonctionnelle. La lame courbée facilitait les mouvements des stocks de la cavalerie montée, tandis que sa longueur permettait de toucher l'ennemi sans s'approcher dangereusement. Bien que le sabre soit une arme importante, la capacité industrielle limitée du Sud signifie que de nombreux sabres confédérés sont de moins bonne qualité que ceux fabriqués dans le Nord. Les forges sudistes devaient souvent improviser avec les fournitures disponibles, ce qui donnait des lames moins durables, de factures plus grossières qui se tordaient ou se cassaient souvent lors d'une utilisation prolongée. Cela n'a toutefois pas diminué leur importance sur le champ de bataille. Dirigée par des figures emblématiques telles que le général J.E.B. Stuart, la cavalerie confédérée utilisait le sabre dans des tactiques de charge rapide, de flanc et de reconnaissance. La combinaison du sabre avec des armes à feu, comme le revolver Lema, a permis aux cavaliers confédérés d'être polyvalents au combat, en alternant les attaques à distance et les attaques en mêlée. Malgré sa qualité variable, le sabre de la cavalerie confédérée reste un symbole de la bravoure et de la fougue de la cavalerie sudiste. Le fusil Whitworth était l'une des armes à longue portée les plus sophistiquées et les plus précises utilisées par les troupes confédérées pendant la guerre de sécession. Conçue par l'ingénieur britannique Sir Joseph Whitworth en 1857, cette arme a modifié le concept de précision dans les combats à distance et a été largement utilisée par les tireurs d'élite confédérés pour atteindre des cibles stratégiques sur le champ de bataille. La caractéristique distinctive du fusil Whitworth était son canon hexagonal rayé et son projectile assorti qui lui conférait une stabilité de vol supérieure. Cette innovation signifiait que le fusil était efficace à des distances beaucoup plus grandes que les fusils standards de l'époque. Alors que les fusils standards, tels que l'Enfield Pattern 1853, pouvaient atteindre une portée efficace de 500 mètres, le Whitworth était capable d'atteindre des cibles avec précision à des distances allant jusqu'à 1800 mètres. Sa capacité de tir de précision en faisait un choix idéal pour les tireurs d'élite confédérés, qui l'utilisaient souvent pour cibler les officiers et les artilleurs de l'Union lors des batailles cruciales. Bien qu'il s'agisse d'une arme coûteuse et rare en raison de son importation de Grande-Bretagne, le fusil Whitworth joua un rôle important dans de nombreuses batailles, où les tireurs d'élite confédérés équipés du Whitworth réussirent à infliger des pertes significatives au rang de l'Union. Un exemple bien connu de l'impact du fusil est son utilisation possible pour tuer le général de l'Union John Sedgwick lors de la bataille de Spotsylvania, à une distance remarquable. Malgré sa rareté et son coût exorbitant, le fusil Whitworth fut l'une des premières armes de sniper modernes, illustrant l'importance croissante de la précision du tir dans les conflits armés. Son influence s'est étendue bien au-delà de la guerre de sécession, devenant une référence en matière de développement d'armes à longue portée.
La vaste et sauvage frontière du Far West était pleine de dangers et de défis. Il était essentiel d'être correctement armé. C'était l'époque des bandits armés, des shérifs et des hors-la-loi, où l'ordre était souvent dicté par le plomb et la poudre à canon. Dans cette vidéo, nous examinerons de plus près les armes les plus emblématiques qui ont marqué cette période légendaire. Le Colt Single Action Army, également connu sous le nom de Colt Peacemaker, est l'une des armes les plus emblématiques du Far West. Mis au point en 1873, ce revolver à simple action est devenu l'arme favorite de nombreux tireurs, hommes de loi et colons vivant à la frontière. Le Colt Peacemaker utilisait la puissante cartouche de 45 Colt avec un barillet à 6 coups chargés et déchargés individuellement. Ce revolver était réputé pour sa fiabilité, sa robustesse et sa précision, avec un mécanisme simple et robuste qui tombait rarement en panne. Mais le Colt Peacemaker avait des limites. Le mécanisme de l'arme était rudimentaire et le propriétaire devait armer le chien manuellement avant chaque tir. Cela limitait la vitesse de tir par rapport aux armes à double action qui apparaîtraient plus tard. Le Colt Peacemaker marqua l'histoire de l'Ouest américain. Des personnages légendaires comme Wyatt Earp et Buffalo Bill l'utilisèrent et il devint l'arme la plus associée à l'ère du Far West, occupant une place durable dans la mythologie américaine. La carabine Spencer modèle 1860, moins connue que certaines de ses contemporaines, joua un rôle important dans l'histoire du Far West. C'était l'une des premières armes à feu à répétition produites en masse, offrant aux utilisateurs une cadence de tir plus élevée que la plupart des autres armes de l'époque. La Spencer tirait une cartouche de 0,56 qui était chargée dans un tube placé dans la crosse. Cela permettait un rechargement plus rapide et une plus grande capacité de munitions que les fusils à un coup prédominants à l'époque. La puissance relativement faible des cartouches 56 rendait la Spencer moins efficace à longue distance que les autres fusils de l'époque. La complexité mécanique de la carabine Spencer, bien qu'avancée à cette époque, pouvait la rendre sujette à des défaillances si elle n'était pas correctement entretenue. Malgré ces inconvénients, la carabine Spencer de 1860 fut utilisée pendant la guerre de sécession et l'époque du Far West, ce qui lui a valu une place dans l'histoire des armes à feu américaines. La mitrailleuse Gatling, mise au point par le docteur Richard J. Gatling pendant la guerre de sécession, marqua une étape importante dans la conception des armes à feu et occupa une place prépondérante dans l'histoire du Far West. Il s'agit de l'une des premières armes à feu à tir rapide qui utilisait un système de canons rotatifs multiples pour tirer des obus rapidement et en continu. La Gatling tirait des balles de différents calibres selon le modèle et pouvait tirer des centaines de balles par minute, une cadence de tir sans précédent. Elle était grande, lourde et dépendait d'une équipe d'opérateurs pour fonctionner efficacement. Bien que la cadence de tir soit impressionnante, l'arme est sujette à la surchauffe et sa fiabilité peut poser problème en cas d'utilisation prolongée. La mitrailleuse Gatling n'en constituait pas moins une avancée significative dans la technologie des armes à feu et changea la donne dans le domaine du combat armé. Bien qu'elle soit surtout associée à la guerre civile américaine, la Gatling joua également un rôle dans le Far West, utilisée à la fois par l'armée américaine et par divers organismes chargés de faire respecter la loi. La Gatling demeure l'une des armes les plus emblématiques de cette époque. Le Springfield modèle 1873, également connu sous le nom de Trapdoor Springfield, était une arme emblématique du Far West, adoptée comme arme principale de l'infanterie américaine. Le fusil fut surnommé Trapdoor en raison de son mécanisme de rechargement à simple action qui ressemblait à une trappe. Cependant, ce mécanisme de trappe pouvait être fragile et endommagé s'il n'était pas manipulé correctement. Le Springfield 1873 tirait une cartouche Government de calibre 45, réputée pour sa puissance et sa précision. Le fusil était généralement équipé d'une baïonnette, ce qui permettait de l'utiliser dans les combats rapprochés. Le Springfield 1873 est connu pour sa fidélité au service de l'armée américaine. Il fut utilisé dans plusieurs campagnes du Far West, dont les guerres indiennes, et fut souvent associé à des personnages historiques tels que George Custer.
Sa robustesse, sa fiabilité et sa puissance en ont fait un outil précieux pour les soldats américains sur la frontière. Le couteau Bowie est l'une des armes les plus emblématiques du Far West. Il doit son nom à Jim Bowie, un héros texan célèbre pour son rôle dans la bataille d'Alamo. Le Bowie était connu pour sa taille imposante et son design particulier. Le Bowie se caractérise par une grande lame, généralement d'une longueur de 12 à 30 cm, ainsi que par un dos droit et un tranchant incurvé. La lame est généralement très tranchante et la pointe est orientée vers l'avant, ce qui la rend idéale pour trancher ou poignarder. Le couteau est généralement doté d'une garde en forme de croix entre la lame et le manche qui protège la main de l'utilisateur pendant les mouvements. Mais la taille et le poids du couteau peuvent le rendre difficile à manier pour les personnes inexpérimentées. Malgré cela, le couteau Bowie est devenu une icône de la frontière américaine. Sa conception polyvalente en a fait un outil précieux pour la chasse, le camping et la protection. Le Bowie est devenu l'une des armes les plus reconnaissables du Far West. Le fusil Henry modèle 1860 fut l'un des premiers fusils à répétition à connaître le succès, inaugurant une nouvelle ère dans la compétition des armes à feu personnelles. Sa cadence de tir élevée et sa capacité de 16 cartouches en ont fait une arme redoutable dans le Far West. Le Henry tirait la cartouche relativement légère 44 Henry Rimfire, ce qui permettait à l'utilisateur de transporter de nombreuses cartouches sans poids supplémentaire significatif. Cela fait du Henry un excellent choix pour la défense personnelle et le combat. Le Henry 1860 marqua durablement l'histoire des armes à feu. La cadence de tir élevée et la capacité de tir étaient révolutionnaires à l'époque et établirent la norme pour les futurs fusils à répétition, y compris la célèbre Winchester 1873. De nombreux colons, hommes de loi et hors-la-loi ont utilisé le Henry pour se protéger et combattre. Le modèle 3 de Smith & Wesson, revolver à simple action de calibre 44, est une autre arme emblématique du Far West. Lancé en 1869, le modèle 3 était l'un des premiers revolvers à simple action. L'une des caractéristiques les plus remarquables du modèle 3 était son cadre à charnière, qui permettait au revolver de s'ouvrir pour un chargement et un déchargement rapide et facile. L'utilisation de cartouches métalliques constituait un avantage majeur par rapport à de nombreux autres revolvers à simple action de l'époque, une innovation qui présentait des avantages significatifs en termes de rapidité de rechargement et de fiabilité. Malgré ces avantages, le Smith & Wesson Model 3 présentait des faiblesses. L'action de la charnière rendait le rechargement rapide, mais constituait également une cause possible de défaillance mécanique. De plus, le revolver était plus cher que beaucoup de ses contemporains. Mais la précision, la puissance de feu et la facilité de rechargement du Model 3 l'ont rendu populaire auprès de nombreux personnages notables du Far West. Bien qu'il ait été remplacé par des modèles plus modernes, le Smith & Wesson Model 3 est l'une des armes les plus influentes du Far West. Le Sharps Model 1874 est l'un des fusils du Far West les plus connus en raison de sa précision et de sa portée remarquable. Ce fusil à un coup est devenu l'arme de prédilection de nombreux chasseurs de bisons et tireurs à longue distance. Le Sharps 1874 tirait plusieurs cartouches lourdes, dont la très percutante 50 Sharps. Le mécanisme à bloc tombant simplifiait le chargement et le déchargement de l'arme. De plus, la robustesse de la construction garantissait sa fiabilité dans des conditions difficiles. Le fusil était également équipé d'un viseur optique, ce qui augmentait encore l'efficacité du tir à longue distance. Mais l'arme était grande et lourde et ne convenait guère aux situations de combat rapprochées ou aux attaques d'assaut. Le Sharps 1874 devint légendaire pour ses capacités à abattre des cibles à longue distance. Il joua un rôle essentiel dans la chasse au bison à la frontière américaine. Sa précision exceptionnelle en fit une arme populaire dans les compétitions de tir sur cible. Le Derringer Model 1, produit par Philadelphia Derringer, était une arme emblématique du Far West.
Sa petite taille et son double canon en faisaient un choix idéal pour la dissimulation et le combat rapproché. Le Derringer tirait une cartouche de calibre 41. S'il n'était pas connu pour sa puissance ou sa portée, il compensait par sa discrétion. Léger et compact, le Derringer pouvait être facilement dissimulé dans une poche ou un sac, ce qui le rendait populaire auprès des joueurs de cartes et d'autres personnes souhaitant cacher une arme. Avec seulement 2 coups disponibles avant de recharger et une précision limitée en raison de sa petite taille, il s'agit clairement d'une arme de dernier recours. Il possédait également un recul important par rapport à sa taille, ce qui pouvait le rendre difficile à contrôler. Malgré cela, le Derringer marqua de son empreinte le Far West. Sa facilité de dissimulation en fit un choix populaire pour beaucoup, et il reste l'une des armes les plus emblématiques associées à l'ère des cow-boys. Il est presque impossible d'évoquer le Far West sans se souvenir du fusil de chasse à double canon. Cette arme à double canon tirant des cartouches de fusil de chasse était très appréciée pour sa puissance et sa fiabilité. Selon le modèle et la configuration de la gâchette, le fusil pouvait tirer un ou les 2 canons à la fois. La cartouche typique d'un fusil contient plusieurs balles, ce qui fait de ce fusil une arme efficace dans les combats à courte distance ou contre des cibles multiples. Mais la capacité de tir était limitée à 1 coup par canon. Si le fusil était puissant à courte distance, son efficacité diminuait considérablement à mesure que l'on s'éloignait de la cible. Malgré ces inconvénients, le fusil de chasse à double canon devint une arme emblématique du Far West. Qu'il s'agisse de défendre une maison contre d'éventuels intrus, de se protéger contre un groupe de bandits ou de combattre au corps à corps, cette arme se révéla d'une valeur inestimable. La Winchester modèle 1873, connue sous le nom de The Gun That Won the West, l'arme qui a gagné l'Ouest, est l'une des armes les plus emblématiques du Far West. Développé par la Winchester Repeating Arms Company, le modèle 1873 a constitué une percée dans la technologie des armes à feu, offrant un volume de tir élevé avec un mécanisme de répétition fiable. La Winchester 1873 utilisait la cartouche 44 Winchester, populaire en raison de sa compatibilité avec les fusils et les revolvers. Le chargeur tubulaire situé sous le canon pouvait contenir jusqu'à 15 cartouches, ce qui offrait à l'utilisateur un avantage substantiel sur le champ de bataille. Malgré sa fiabilité et sa cadence de tir, la Winchester 1873 présente quelques inconvénients. L'arme devait être rechargée individuellement, ce qui prenait du temps. La Winchester 1873 se distingue par son efficacité et sa durabilité. Cette arme est devenue essentielle pour les colons, les hommes de loi et les hors-la-loi, établissant une norme pour les armes à feu ultérieures. Sa présence constante dans les récits et l'iconographie du Far West en a fait l'une des armes les plus influentes de l'époque. La Première Guerre mondiale marqua un tournant radical dans la manière dont les armées du monde menaient les combats. Initialement perçue comme une brève escarmouche, elle se transforma en une lutte féroce dans les tranchées, où chaque mètre gagné avait un prix, et où la mort faisait partie du quotidien des soldats. Dans ce paysage impitoyable et sans répit, la technologie occupa le devant de la scène, dévoilant des armes novatrices qui allaient alors tracer la voie du combat moderne. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, ils durent surmonter un défi de taille, s'adapter rapidement à un mode de guerre impitoyable et inconnu. Avec peu de temps pour se préparer, les forces américaines se hâtèrent d'armer leurs troupes avec des outils à la fois modernes et efficaces, afin de rivaliser avec leurs adversaires européens aguerris. Dans cette présentation, nous allons explorer les armes américaines les plus célèbres qui ont marqué les lignes de front de la Première Guerre mondiale, aidant les États-Unis à se forger une place dans cette ère naissante de la guerre contemporaine. Le Springfield M1903 s'imposa comme l'un des fusils les plus légendaires et les plus estimés utilisés par l'armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Conçu dans le sillage de la guerre hispano-américaine, ce fusil à verrou devint rapidement synonyme de précision, d'excellence et de fiabilité auprès des troupes américaines. Lorsque les États-Unis rejoignirent sur le conflit en 1917, le Springfield figurait parmi les armes d'infanterie les plus avancées de son temps. Sa qualité principale résidait dans sa précision remarquable.
tirant la redoutable munition 30-06 Springfield, alliant portée et puissance d'impact, il permettait aux soldats de toucher des ennemis à des distances supérieures à celles de nombreux fusils rivaux. Cela en faisait une arme particulièrement prisée par les tireurs d'élite et les unités spécialisées. Le mécanisme de verrou était à la fois robuste et simple, avec un mouvement fluide et rapide qui permettait un tir soutenu, même dans la pression constante de la guerre des tranchées. Sur le champ de bataille, le Springfield brillait surtout entre les mains des tireurs d'élite et des soldats expérimentés. Sa précision exceptionnelle permettait d'atteindre des cibles clés comme les commandants ennemis ou les mitrailleurs, offrant ainsi un avantage tactique et un impact psychologique considérable sur l'ennemi. Fait curieux, bien qu'il soit célébré comme une invention américaine, le Springfield M1903 s'inspirait fortement du fusil allemand Mauser, au point de susciter un procès après-guerre pour similitude excessive. Autre fait intéressant, son utilisation dépassa largement la Première Guerre mondiale, se prolongeant jusqu'à la Seconde, preuve de sa longévité et de son importance remarquable comme outil militaire. Cependant, sa construction complexe et minutieuse ralentissait la production en masse, exigeant beaucoup de temps et de matériaux. Ce goulot d'étranglement força l'armée américaine à se tourner vers le M1917 Enfield, qui devint le fusil principal en raison de son processus de fabrication plus simple et plus rapide. Malgré une production limitée durant la guerre, le Springfield M1903 jouit encore aujourd'hui d'une réputation durable, considéré comme l'un des fusils militaires les plus précis et les plus fiables jamais produits aux États-Unis. Le pistolet Colt M1911, fruit du génie de John Moses Browning, figure parmi les armes les plus emblématiques et les plus durables de l'histoire militaire américaine. Présenté en 1911, ce pistolet semi-automatique fut adopté par les forces américaines et largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, se distinguant par sa puissance, sa fiabilité et sa robustesse, gagnant rapidement le respect des soldats de première ligne. L'un de ses principaux atouts résidait dans son puissant calibre, le célèbre 45 ACP. Choisi pour sa capacité d'arrêt supérieure, bien au-delà des calibres plus faibles comme le 38 utilisé auparavant, il s'illustra dans les combats rapprochés des tranchées, neutralisant rapidement les menaces et protégeant les soldats dans des moments critiques. Autre avantage, sa robustesse à toute épreuve. Le M1911 était réputé pour fonctionner dans des conditions extrêmes, résistant à la boue, la saleté, l'humidité et aux manipulations brutales sans se bloquer. Son design simple facilitait également le nettoyage et l'entretien sur le terrain, une caractéristique précieuse pour des soldats souvent à court de temps et d'équipement au cœur des tranchées de boueuses. En raison de son poids conséquent, certains le trouvaient encombrant pour de longues marches ou des combats prolongés. De plus, le recul prononcé du 45 exigeait un certain entraînement et de l'adresse, rendant son maniement difficile pour les soldats novices, ce qui pouvait affecter la précision et la cadence de tir sans maîtrise suffisante. En temps de guerre, le Colt M1911 devint un symbole de prestige parmi les officiers et les combattants aguerris. Bien que les fusils dominaient l'infanterie, ce pistolet représentait une bouée de secours vitale, une arme de dernier recours sur laquelle on pouvait compter dans les moments cruciaux. Son prestige et sa renommée en temps de guerre assurèrent sa longévité, puisqu'il resta en service près d'un siècle, présent dans de grands conflits comme la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et celle du Vietnam, preuve de sa qualité et de sa résilience à travers les époques. La Winchester M1897, communément appelée M1897, figura parmi les armes les plus redoutées et puissantes utilisées par les soldats américains dans les batailles de tranchées de la Première Guerre mondiale. Contrairement au fusil standard, ce fusil de chasse calibre 12 fut conçu pour le combat rapproché. Dès son introduction sur les champs de bataille, dominés par les tranchées en Europe, sa force destructrice brute attira immédiatement l'attention, tant des alliés que des ennemis, gagnant célébrité, respect, mais aussi controverse pour sa férocité. Sa principale force résidait dans son impact écrasant à courte portée. Chargé de cartouches à chevrotine, contenant plusieurs grosses billes de plomb, il pouvait anéantir plusieurs ennemis d'un seul tir, se montrant particulièrement meurtrier dans les passages étroits des tranchées. Son système à pompe permettait des tirs rapides et successifs, augmentant considérablement la puissance offensive des soldats. Les troupes tiraient souvent en rafale en s'approchant des positions ennemies, semant le chaos parmi leurs adversaires. Plus court que la plupart des armes,
le M1897 se transportait et se manœuvrait facilement dans les espaces confinés où les fusils longs étaient encombrants et peu pratiques. Fait notable, son utilisation provoqua un débat international. L'armée allemande formula des protestations officielles, affirmant que ce fusil violait les lois de la guerre en raison de son caractère inhumain. Elle alla jusqu'à promettre l'exécution des soldats capturés portant une Winchester Model 1897. Les États-Unis rejetèrent ces accusations, continuant à l'employer largement, la considérant comme un atout essentiel dans les affrontements rapprochés et sauvages de la guerre. Cependant, malgré ces atouts, la Winchester M1897 présentait un défaut majeur. Son efficacité chutait dès que la distance augmentait, la rendant inutile lors des combats à moyenne ou longue portée, où les ennemis munis de fusils avaient l'avantage. Malgré cela, la Winchester M1897 laissa une empreinte durable dans l'histoire militaire, recevant le surnom allemand de fusil barbare en raison de son efficacité redoutable dans les combats de tranchées. La mitrailleuse Browning M1917 fut une arme automatique de premier plan pour les forces américaines durant la Première Guerre mondiale, devenant rapidement un symbole de la puissance militaire des États-Unis dans le conflit. Conçue par le célèbre John Moses Browning, elle entra en service en 1917, adaptée aux exigences extrêmes de la guerre des tranchées et offrant aux soldats une puissance de feu soutenue et dévastatrice. Sa principale qualité résidait dans sa capacité exceptionnelle à maintenir un tir prolongé. Alimentée par un système de recul court et refroidi par eau, elle pouvait tirer sans interruption pendant de longues périodes avec un risque minimal de surchauffe. Cela permettait aux troupes de tenir des positions vitales, de repousser les assauts ennemis ou de bloquer leur progression. La M1917 possédait une cadence impressionnante pouvant atteindre jusqu'à 600 coups par minute, une véritable avancée en termes de volume de tir pour son époque. Autre caractéristique essentielle, sa précision et sa portée, rendues possibles grâce au calibre 30 Springfield. Ces puissantes munitions atteignaient de grandes distances avec précision, augmentant sa létalité et son influence sur le champ de bataille. Avec une portée effective dépassant les 1000 mètres, elle pouvait engager et neutraliser des ennemis bien avant qu'ils ne deviennent une menace pour les lignes alliées. Elle n'était toutefois pas exempte d'inconvénients. La M1917 était particulièrement lourde et peu mobile, pesant plus de 40 kg avec son trépied et son réservoir d'eau. Cela rendait son déplacement difficile, la rendant peu adaptée aux offensives rapides. Elle excellait comme arme défensive pour protéger des positions fixes, mais posait problème dans les attaques dynamiques, nécessitant des équipes spécialisées pour son transport et son utilisation. Bien que développée tardivement, la M1917 s'avéra indispensable pour les forces américaines, produite en masse même après la fin de la guerre. Elle fut utilisée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et en Corée, preuve de son efficacité, de sa durabilité et de sa puissance létale. Le revolver Colt M1917 fut une arme de poing cruciale et largement utilisée par les soldats américains durant la Première Guerre mondiale. Il apporta une solution pratique à un problème pressant, le manque de pistolets. Colt M1911 pour équiper les troupes rapidement mobilisées après l'entrée des États-Unis en 1917. Moins emblématique que son homologue semi-automatique, le revolver M1917 joua cependant un rôle essentiel dans l'armement des soldats grâce à sa simplicité, sa robustesse et sa fiabilité. Fabriqué par Colt, le M1917 répondit à l'appel urgent de l'armée pour des armes de poing utilisant la munition standard 45 ACP déjà utilisée avec le M1911. Colt adapta son revolver civil New Service aux normes militaires, produisant un revolver capable de tirer les mêmes cartouches 45 ACP que le pistolet. Cependant, en raison de la conception classique du revolver, ces munitions nécessitaient des clips demi-lune spéciaux, de petits supports métalliques permettant l'éjection rapide des cartouches après le tir. Il gagna rapidement la faveur des soldats pour sa maniabilité simple et sa structure solide. Comparé au M1911, qui demandait plus de compétences pour l'utilisation et l'entretien, le M1917 était basique et accessible, parfait pour les nouvelles recrues ou dans les situations où l'entretien des armes était difficile. Son rechargement était en revanche un peu lent, nécessitant l'ouverture manuelle du barillet et la manipulation des clips, ce qui pouvait être un désavantage en plein combat. Fait historique intéressant,
Colt et Smith & Wesson en fabriquèrent tous deux, avec une production combinée dépassant les 300 000 exemplaires. Les deux versions portaient la désignation M1917, malgré quelques différences de style et de mécanique. Après la guerre, le Colt M1917 gagna en reconnaissance auprès des historiens et collectionneurs, devenant un objet de valeur représentant la réponse rapide des États-Unis aux besoins urgents d'un conflit moderne catastrophique. Le fusil Enfield M1917 devint la colonne vertébrale de l'infanterie américaine pendant la Première Guerre mondiale. Bien que les États-Unis aient d'abord prévu de s'appuyer sur le Springfield M1903 comme fusil principal, leur entrée tardive en 1917 révéla que la production ne pouvait pas satisfaire à la demande massive. Pour y remédier, ils adaptèrent le modèle britannique Pattern 1914, donnant naissance au M1917, fabriqué aux États-Unis avec des ajustements pour le calibre américain 30 Springfield. Le fusil Enfield M1917 était un fusil à verrou robuste, sans fioritures et d'une grande fiabilité. Produit par Winchester, Remington et Eddystone, sa facilité et sa rapidité de production en masse favorisèrent son adoption rapide. En un peu plus d'un an, environ 2 millions d'exemplaires furent fabriqués, équipant la majorité des troupes envoyées en Europe et surpassant le Springfield M 1903 en nombre et en importance durant le conflit. Son mécanisme à verrou résistait à la boue, à la saleté et à l'humidité des tranchées, garantissant aux soldats une fiabilité dans presque toutes les conditions. De plus, son calibre offrait une excellente portée, une précision remarquable et un fort pouvoir d'arrêt, permettant d'atteindre efficacement des cibles à plus de 800 mètres, ce qui le plaçait parmi les meilleurs fusils de son époque. Il présentait néanmoins quelques défauts. Pesant environ 4 kg et mesurant près d'1,17 m, il s'avérait encombrant et peu pratique dans les tranchées étroites ou lors de combats rapprochés intenses. Accueilli d'abord avec scepticisme par les soldats qui préféraient le Springfield, l'Enfield gagna rapidement le respect grâce à son efficacité et à sa robustesse. Les vétérans en vinrent souvent à préférer sa simplicité d'entretien et sa maniabilité. Le M1917 Enfield s'imposa comme un élément clé du succès militaire des troupes américaines, obtenant une réputation durable en tant que l'un des fusils les plus fiables et puissants des États-Unis. La baïonnette M1905 fut un équipement essentiel pour les soldats américains durant la Première Guerre mondiale. Conçue pour le fusil Springfield M1903, elle devint un symbole des affrontements rapprochés brutaux de la guerre des tranchées. Dans un conflit dominé par les mitrailleuses et les grenades, la baïonnette conserva un rôle crucial lorsque les combats devenaient corps à corps. Son aspect le plus marquant était sa taille. Avec une lame de 40,5 cm, elle impressionnait et se révélait redoutable en mêlée. Fixée au fusil, elle offrait aux soldats une bonne allonge. Sa lame était robuste, conçue pour encaisser des coups violents et des poussées puissantes. Mais sa longueur constituait aussi une faiblesse. Dans les tranchées exiguës, elle ralentissait les mouvements rapides et risquait de s'accrocher, nuisant à la mobilité. Un autre inconvénient était d'ordre psychologique. Bien qu'efficace, le combat rapproché avec une baïonnette pesait lourdement sur l'esprit et le moral des soldats. Bien qu'elle ait été pensée pour le Springfield, elle fut largement utilisée avec le M1917 Enfield, moyennant quelques modifications mineures. Cette compatibilité entre les deux fusils facilita la logistique, garantissant que chaque soldat disposait d'une arme fiable pour le combat rapproché, quel que soit le modèle de son fusil. L'usage de la baïonnette pendant la guerre chuta fortement par rapport au conflit antérieur, largement éclipsé par la létalité des nouvelles armes. Toutefois, son poids symbolique et psychologique demeura fort, les soldats évoquant souvent le sentiment de sécurité qu'elle procurait, en particulier lors des raids nocturnes ou des assauts dans les tranchées. Le fusil M1 Garand est une arme emblématique qui joua un rôle important dans l'histoire militaire des États-Unis. Initialement développé par l'ingénieur canado-américain John C. Garand, le M1 Garand fut officiellement adopté comme principal fusil d'infanterie des forces armées américaines en 1936. Le M1 Garand est réputé pour son système semi-automatique qui permettait aux soldats de tirer plus rapidement et plus efficacement que les fusils à verrou courants à l'époque. Le fusil utilisait un chargeur en bloc pour maintenir et alimenter ses obus.
Pouvant contenir 8 cartouches, le chargeur en bloc était directement inséré dans le magasin du fusil, ce qui accélérait le processus de rechargement et rendait l'arme plus efficace au combat. Dès que toutes les cartouches étaient tirées, le chargeur vide était automatiquement éjecté, ce qui permettait l'insertion rapide d'un nouveau chargeur. Le M1A1 est l'une des nombreuses versions de la mitraillette Thompson. Introduit pour la première fois en 1942, le M1A1 était une version réduite et moins coûteuse du modèle M1928, très apprécié des gangsters et déjà utilisé dans une moindre mesure avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La Thompson M1A1 était une arme populaire parmi les soldats d'infanterie, les parachutistes et les forces spéciales. Le Tommy était une arme à feu automatique de calibre 45, alimentée par un chargeur amovible de 30 cartouches. La mitraillette était une arme d'assaut de par sa conception. Ses performances étaient impressionnantes dans les batailles urbaines et pour le nettoyage des tranchées. Sa bonne cadence de tir permettait également d'assurer un bon soutien en matière de tir de suppression. C'est pourquoi la mitraillette Thompson était extrêmement fiable et qu'elle est devenue l'une des armes préférées des soldats américains. Sa polyvalence et sa puissance en ont fait l'une des armes les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Le K-bar est un couteau de combat emblématique qui s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant le développement du K-bar, l'armée américaine utilisait plusieurs couteaux de combat différents, dont beaucoup présentaient des problèmes de durabilité et de performance dans les situations de combat. Le couteau a été conçu pour être plus durable et plus polyvalent que ses prédécesseurs, avec une lame de 17,8 cm en acier au carbone et un manche en cuir. La lame a une pointe renforcée et un tranchant partiellement dentelé pour mieux couper et percer. Le couteau était souvent utilisé pour ouvrir les boîtes de rationnement, couper les cordes et effectuer d'autres tâches subalternes sur le champ de bataille. Le K-bar était également une arme efficace pour le combat au corps à corps et l'autodéfense, en particulier dans les situations où les armes à feu n'étaient pas pratiques ou disponibles. La carabine M1 est une arme semi-automatique légère, conçue et développée aux États-Unis dans les années 1930 et largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçue par David Marshall Williams, la carabine M1 est apparue comme une alternative plus compacte et plus facile à manier que les fusils de combat standards de l'époque. La nécessité d'une arme plus petite et plus polyvalente est née de la volonté d'améliorer la mobilité et la réactivité des troupes dans différents types de combats. La M1 pouvait tirer en mode semi-automatique, ce qui permettait une cadence de tir plus rapide que les armes à verrou. Elle était particulièrement adaptée aux officiers, aux artilleurs, aux communicateurs et aux autres membres du personnel militaire qui avaient besoin d'une arme à feu plus petite et plus facile à transporter. Les parachutistes américains appréciaient la M1 en raison de sa taille compacte qui la rendait plus facile à sauter et à transporter sur le champ de bataille. La grenade MK2, également connue sous le nom de Pineapple, était une grenade à fragmentation largement utilisée par les forces armées américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. La grenade MK2 était une grenade à fragmentation défensive destinée à infliger des pertes à l'ennemi en projetant des fragments de métal à grande vitesse après la détonation. La MK2 était activée au moyen d'un système de fusées et de détonateurs. Le soldat tirait la goupille de sécurité et lâchait le levier, ce qui déclenchait le processus de détonation. Une fois le levier libéré, un court délai pyrotechnique d'environ 4 à 5 secondes permettait au soldat de lancer la grenade à une distance sûre avant l'explosion. La grenade fut utilisée dans une grande variété de situations de combat, telles que les attaques sur des positions ennemies fortifiées, la guerre urbaine, l'élimination des ennemis des tranchées et des bâtiments et la défense de position. Le bazooka, connu officiellement sous le nom de M1 anti-tank lance-roquettes, est une arme anti-char portable qui entra en service dans l'armée américaine en 1942. Il a eu un impact considérable sur le champ de bataille, fournissant aux soldats une puissance d'attaque portable et efficace contre les véhicules blindés ennemis. Le bazooka était souvent utilisé par des escouades de 2 soldats, un fusilier et un assistant qui transportait des munitions supplémentaires et aidait à recharger l'arme. Le bazooka avait un calibre de 60 mm et utilisait une roquette avec une ogive à charge creuse
conçu pour pénétrer le blindage des véhicules ennemis. La charge creuse permettait à la roquette de rassembler l'énergie de l'explosion en un seul point, ce qui augmentait sa capacité de pénétration. Avec une portée effective de 150 mètres, l'arme s'est avérée efficace contre la plupart des véhicules blindés ennemis de l'époque, tels que les chars, les voitures blindées et les bunkers. Le fusil automatique Browning, connu sous le nom de BAR, est une arme à feu automatique mise au point par le célèbre inventeur américain John Browning à la fin de la Première Guerre mondiale et adoptée par l'armée américaine en 1918. Le BAR était un fusil automatique refroidi par air et alimenté par un chargeur amovible d'une capacité de 20 cartouches. L'arme utilisait le calibre .30 06 Springfield. L'arme était équipée d'un bipied réglable permettant au tireur de l'appuyer sur le sol afin d'améliorer la stabilité et la précision lors du tir automatique. L'arme était appréciée pour sa fiabilité et fonctionnait bien dans des conditions difficiles. Son entretien était réduit, sa puissance de feu et sa capacité à maintenir un volume de feu soutenu sur le champ de bataille étaient louées, et bien que le BAR soit assez lourd et coûteux à fabriquer, il devint une arme clé pour l'appui de l'infanterie. Le lance-flamme M2 a joué un rôle déterminant dans plusieurs campagnes américaines au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cette arme incendiaire était principalement utilisée pour attaquer les positions fortifiées de l'ennemi, telles que les bunkers, les tranchées et les fortifications souterraines. Le lance-flamme M2 se compose de 2 réservoirs cylindriques montés sur le dos de l'opérateur, reliés à un tuyau et un tuyau de lancement. Les réservoirs étaient remplis d'un mélange d'essence épaissie, connu sous le nom de napalm, et d'un gaz propulseur sous pression, tel que l'azote. L'opérateur tenait le bidon de lancement et appuyait sur une gâchette pour libérer le composé incendiaire qui était allumé par une veilleuse située à l'extrémité du tube. Le rôle d'opérateur de lance-flamme était l'un des plus dangereux de la Seconde Guerre mondiale car il était vulnérable aux attaques ennemies qui pouvaient entraîner l'explosion des réservoirs de carburant. La portée de l'arme était limitée à 20 ou 40 mètres et l'opérateur devait s'approcher dangereusement des positions ennemies pour être efficace. Le Browning M1919 était une mitrailleuse intermédiaire refroidie à l'air et actionnée par boulon de calibre 30S. L'arme était polyvalente et pouvait être montée sur des trépieds, des véhicules et des avions. Elle fut largement utilisée sur différents fronts de bataille. La cadence de tir du M1919 variait de 400 à 600 coups par minute selon le modèle et était alimentée par une ceinture de munitions, ce qui permettait un tir rapide et continu. Malgré sa légèreté par rapport à d'autres modèles, le M1919 nécessitait l'utilisation d'un trépied ou d'un support stable pour garantir la stabilité et la précision du tir. L'arme fut largement utilisée pour fournir des tirs de suppression, aidant à maintenir l'ennemi bloqué et permettant aux troupes d'avancer. En raison de son efficacité, la mitrailleuse fut également utilisée lors de la guerre de Corée et même au début de la guerre du Vietnam, après quoi elle fut remplacée. Le pistolet M1911 Colt fut le principal pistolet de service des forces armées américaines, accompagnant les soldats dans les conflits du monde entier, notamment lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Vietnam. Sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et son puissant calibre 45 en ont fait une arme populaire et respectée tant par les militaires que par les civils. De nombreux soldats faisaient confiance au M1911 comme arme secondaire pour les combats à courte distance ou comme arme de dernier recours dans les situations critiques. La conception simple et la facilité d'entretien du M1911 en firent également un choix populaire parmi les troupes de campagne qui devaient souvent faire face à des conditions extrêmes et à des environnements hostiles. Le M1911 resta en service actif longtemps après la fin de la guerre. Son héritage continue d'être entretenu par les collectionneurs, les amateurs et les tireurs d'élite et il est considéré comme l'un des pistolets les plus emblématiques de l'histoire militaire. De 1955 à 1975, la guerre du Vietnam s'est révélée être l'un des affrontements les plus intenses et les plus difficiles du XXe siècle, opposant les forces armées américaines à l'armée nord-vietnamienne et à ses alliés Viet Cong.
Cet affrontement unique se caractérisa par un paysage de combat impitoyable avec des jungles denses, des terrains montagneux et des conditions météorologiques extrêmes qui mirent à l'épreuve l'endurance et l'adaptabilité des troupes américaines. En plus des défis environnementaux, la guérilla imposée par les Vietnamiens exigeait des tactiques et des stratégies inédites, rendant chaque affrontement imprévisible et mortel. Pour faire face à ces défis, les États-Unis ont dû développer et améliorer des équipements militaires de haute qualité. Les armes et les outils utilisés par les troupes américaines devaient être non seulement mortels, mais aussi fiables et adaptables aux conditions difficiles du champ de bataille. Des fusils automatiques aux mitrailleuses, en passant par les lance-grenades et les mines antipersonnelles, chaque élément de l'arsenal jouait un rôle essentiel dans la recherche d'un avantage tactique. Développé par Armalite puis produit par Colt, le fusil M16 est l'une des armes les plus caractéristiques de la guerre du Vietnam. Introduit au début des années 1960, le M16 a été conçu pour remplacer le M14, plus lourd et moins efficace. Équipé d'un calibre de 5,56 mm, le M16 offrait une cadence de tir élevée et était considérablement plus léger, ce qui le rendait idéal pour les jungles denses du Vietnam. Sa capacité de tir automatique et semi-automatique a donné aux soldats américains un avantage tactique substantiel au combat. Malgré ses qualités notables, le M16 n'a pas été exempt de problèmes. Au cours des premières phases de son déploiement, l'arme a connu des problèmes de fiabilité. Ces défaillances ont entraîné la mort de plusieurs soldats, ce qui a suscité un problème de confiance au sein des troupes américaines. Des améliorations ont été apportées au fil du temps, notamment des modifications de la conception et de meilleures procédures d'entretien, qui ont permis de réduire considérablement les défaillances et d'améliorer la fiabilité du M16. Le M16 a d'abord été livré sans kit de nettoyage sous le prétexte fallacieux qu'il était auto-nettoyant. Cela a entraîné de graves dysfonctionnements, en particulier dans les conditions difficiles du Vietnam. Lorsque le Congrès américain est intervenu et que les troupes ont fait pression, des kits de nettoyage ont finalement été distribués et une formation à l'entretien a été largement encouragée. Le M16 reste aujourd'hui un symbole emblématique de la guerre du Vietnam et un exemple de la manière dont l'innovation et l'adaptation modifient fondamentalement un outil militaire. Lance-grenade affectueusement surnommé Thumper ou Blooper par les soldats américains, le M79 a été introduit pour la première fois dans les années 1960 comme une solution efficace pour fournir une puissance de feu explosive portable. Le M79 est une arme à un coup tirant des grenades de 40 mm, alliant précision et puissance destructrice. Avec une portée efficace de 350 mètres, le M79 permet aux soldats d'engager des cibles à des distances hors de portée des grenades à main, offrant ainsi un avantage tactique significatif dans de nombreuses situations de combat. L'un des principaux atouts du M79 était sa simplicité et sa convivialité. L'arme était légère, environ 2,72 kg, et son mécanisme de rupture permettait de la recharger rapidement et efficacement. Cela se traduisait par une fiabilité exceptionnelle, même dans les conditions difficiles de la jungle vietnamienne. Le M79 pouvait être chargé avec différents types de grenades, y compris des grenades explosives, incendiaires, fumigènes et lacrymogènes, ce qui en faisait un outil polyvalent pour les soldats sur le terrain. Le M79 est rapidement devenu une arme fiable et efficace, jouant un rôle crucial dans l'arsenal de soutien de l'infanterie américaine pendant la guerre du Vietnam. Introduit à la fin des années 1950, le fusil M14 a été conçu à l'origine pour remplacer le vénérable M1 Garand, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée. Alimenté par des munitions de 7,72 mm de l'OTAN, le M14 était une arme polyvalente, tirant en mode semi-automatique et automatique. Sa précision et sa portée allant jusqu'à 500 mètres en font une arme adaptée au combat à moyenne et longue distance, ce qui représente un avantage significatif sur les champs de bataille plus ouverts et moins densément boisés. Mais la guerre du Vietnam a posé des défis uniques qui ont mis en évidence les lacunes du M14. Le fusil était lourd, pesant environ 5,1 kg sans les munitions, ce qui gênait sa manipulation et son transport dans les forêts denses et les terrains marécageux. En outre, le puissant recul du M14 rendait difficile le contrôle du tir automatique, ce qui réduisait son efficacité dans les combats rapprochés et rapides. Ces inconvénients, combinés à la nécessité de disposer d'une arme plus légère et plus maniable, ont conduit à l'adoption du M16 comme fusil standard pour les troupes américaines. Le M72 Low est une arme anti-char jetable destinée à fournir aux fantassins un outil efficace pour détruire les véhicules blindés et les forteresses ennemies. Lancé dans les années 1960, le M72 Low est rapidement devenu un outil essentiel pour les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam.
compact et léger, pesant environ 2,5 kg, le M72LO est facilement transportable et utilisable par un seul soldat, ce qui permet d'engager rapidement des cibles au combat. L'un des principaux atouts du M72LO était sa simplicité. Il s'agit d'un tube télescopique que l'on déploie avant de tirer, suivi d'un mécanisme de tir une fois qu'il est complètement allongé. La grenade propulsée par fusée de 66 mm est très efficace contre les blindés légers et les forts, avec une portée effective de 200 mètres. La nature à usage unique de l'arme signifie qu'après le tir, le tube vide est jeté, ce qui élimine le besoin de rechargement ou de maintenance sur le champ de bataille. Malgré ses avantages, le M72LO présente certaines limites. Son efficacité est réduite contre les blindés plus lourds et les cibles fortement fortifiées. Le tir du M72LO produit également un souffle arrière important, révélant l'emplacement de l'opérateur et mettant en danger toute personne ou objet se trouvant derrière l'arme pendant le tir. Il s'inspire de modèles antérieurs tels que le bazooka de la Seconde Guerre mondiale et le RPG-2 soviétique, mais innove en étant plus léger et plus robuste. Le M72LO a fait l'objet de plusieurs améliorations au fil des ans et est toujours utilisé sous différentes variantes par les forces armées de plusieurs pays, ce qui prouve son efficacité et son adaptabilité dans les scénarios de combat modernes. Connue sous le nom de Grease Gun, la mitraillette M3 a été lancée en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite été utilisée par les forces américaines pendant la guerre du Vietnam. Conçue pour être une arme peu coûteuse et facile à produire, la M3 était principalement fabriquée en acier estampé, ce qui la rendait économique et rapide à fabriquer. Il utilisait des munitions de calibre 45 ACP, offrant un impact important à courte distance, parfait pour le combat au corps à corps. Les principales caractéristiques du M3 Grease Gun étaient sa simplicité et sa robustesse. Pesant environ 3,7 kg, le M3 était léger et compact, ce qui le rendait facile à manier au combat. Sa cadence de tir relativement faible, d'environ 450 coups par minute, lui permettait de contrôler le recul et de conserver sa précision lors de tirs soutenus. La simplicité de sa conception permettait également d'entretenir et de réparer facilement l'arme sur le terrain, un atout important dans les conditions impitoyables de la jungle vietnamienne. Mais le M3 Grease Gun avait ses inconvénients. Sa précision n'était bonne que sur de courtes distances et son design sobre, bien que robuste, n'offrait ni le même confort ni les mêmes caractéristiques que certaines armes modernes de l'époque. En outre, le chargeur de 30 cartouches pouvait être relativement lent à recharger par rapport à d'autres mitraillettes. L'arme était destinée à remplacer la mitraillette Thompson, ce qui la rendait beaucoup moins chère et plus rapide à produire. Le M3 est resté dans les forces américaines jusqu'au milieu des années 1990, principalement en raison de son endurance et de son efficacité dans les combats rapprochés, maintenant ainsi son héritage en tant qu'arme fiable et emblématique. Dérivé à l'origine du fusil de précision M14, le M21 a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des tireurs d'élite pendant la guerre du Vietnam. Introduit en 1969, le M21 était équipé d'un viseur télescopique qui permettait aux tireurs d'élite d'engager des cibles à des distances allant jusqu'à 900 mètres avec une grande précision. Utilisant des munitions de 7,62 mm de l'OTAN, le M21 combinait la portée et la puissance du M14 avec des améliorations qui augmentaient considérablement sa précision et son efficacité au combat. L'une des principales qualités du M21 est sa précision mortelle. Le fusil a été minutieusement choisi et modifié à partir des meilleurs exemplaires du M14, en se concentrant sur une précision optimale. L'ajout d'un viseur télescopique réglable et d'un bipied a permis de maximiser la stabilité du fusil pendant le tir, ce qui a permis aux tireurs d'atteindre des cibles avec une grande précision à de longues distances. Ces caractéristiques ont fait du M21 un outil essentiel pour les missions de reconnaissance et l'élimination des cibles de grande valeur, où la précision est cruciale. Le poids du fusil, environ 5,3 kg sans la lunette, le rendait relativement lourd pour une manœuvre rapide sur un terrain accidenté. En tant que dérivé du M14, le M21 a également conservé certains des problèmes de recul et d'entretien associés à l'original. Il est intéressant de noter que le M21 a été l'un des premiers fusils de sniper à être équipé de viseurs télescopiques avancés dans une guerre moderne, établissant ainsi la norme pour les développements futurs en matière d'armes de tireurs d'élite. L'héritage du M21 reste très respecté car il a servi de base à l'élaboration des systèmes d'armes de précision de l'armée américaine. Introduit à l'origine en 1950, le fusil à pompe Remington 870 s'est avéré être un choix populaire parmi les forces armées américaines pendant la guerre du Vietnam, en raison de sa robustesse, de sa fiabilité et de son efficacité dans les combats à courte distance. Les principales qualités du Remington 870 sont sa simplicité et sa durabilité.
Le mécanisme à pompe est connu pour sa fiabilité, même dans les conditions difficiles de la jungle vietnamienne. L'arme est également facile à démonter et à nettoyer, une caractéristique cruciale pour la maintenance sur le terrain. Le Remington 870 peut contenir jusqu'à 8 cartouches, ce qui permet aux soldats de maintenir une cadence de tir élevée sans avoir à recharger fréquemment, un avantage non négligeable dans les situations de combat intenses. Mais le Remington 870 a aussi quelques faiblesses. Sa portée effective est assez limitée, ce qui restreint son efficacité au combat rapproché. La nécessité de pomper manuellement l'action après chaque tir nuit également à la cadence de tir par rapport au fusil semi-automatique. La longévité et la popularité croissante de la Remington 870 constituent une particularité intéressante. L'arme est encore largement utilisée par la police, l'armée et les forces civiles du monde entier en raison de sa fiabilité éprouvée et de sa conception polyvalente, ce qui lui a permis de devenir l'un des fusils les plus performants de tous les temps. La mine M18 Claymore est une mine antipersonnelle guidée qui a été largement utilisée pendant la guerre du Vietnam pour la défense des périmètres et les embuscades. Introduite en 1960, elle se distingue par sa forme rectangulaire et l'inscription « Front Toward Enemy ». Équipée d'environ 700 billes d'acier enrobées de plastique explosif C4, la Claymore délivre une volée mortelle de fragments lorsqu'elle explose, couvrant un arc de 60 degrés avec une portée efficace d'environ 50 mètres. L'une des principales caractéristiques de la M18 Claymore est sa capacité à être commandée à distance, ce qui permet aux soldats de faire exploser la mine à distance via un câble de commande. Cela offre un avantage tactique significatif, permettant de poser des pièges et de tendre des embuscades sans exposer les troupes à un risque direct. La mine Claymore peut également être réglée pour une détonation par fil de commande, ce qui accroît sa polyvalence dans différents environnements de combat. L'installation et l'assemblage de la mine nécessitent du temps et des efforts. En outre, la nécessité d'un fil de déclenchement restreint la distance d'opération et peut être compromise si le fil est détecté ou coupé par l'ennemi. Son efficacité et sa conception innovante ont fait de la M18 Claymore un outil essentiel de l'arsenal militaire, connu pour sa létalité et sa capacité à modifier l'issue d'un combat. Développée par les États-Unis dans les années 1950, la grenade à fragmentation M26 est devenue un instrument essentiel pour les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam. La M26 visait à optimiser la propagation de fragments métalliques mortels lorsqu'elle explosait, causant des dommages considérables aux troupes ennemies dans un rayon allant jusqu'à 15 mètres. Sa forme sphérique et son collier de fragmentation intégré ajoutaient à l'efficacité et à la fiabilité de la grenade. L'une des principales caractéristiques de la M26 est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Pesant environ 450 grammes, la grenade est légère et pratique à transporter, permettant aux soldats d'emporter plusieurs unités au combat. Le mécanisme de sécurité est solide, ce qui minimise le risque de détonation accidentelle. Un délai d'amorçage, souvent de 4 à 5 secondes, donne aux soldats suffisamment de temps pour lancer la grenade vers la cible avant la détonation, ce qui la rend efficace dans toutes sortes de scénarios tactiques, qu'il s'agisse d'attaques offensives ou défensives. La grenade exigeait des soldats qu'ils s'approchent extrêmement près de l'ennemi pour la lancer efficacement. Dans des circonstances de combat intenses, la mèche à retardement pouvait mal fonctionner, ce qui pouvait entraîner une explosion tardive ou prématurée. Sa présence dans de nombreux conflits à travers le monde et son rôle dans les tactiques de combat sont encore aujourd'hui loués et appréciés. Le lance-grenade M203 a été introduit à la fin des années 1960 pour fournir une solution d'appui-feu plus fiable et plus efficace à l'infanterie. Il était destiné à être fixé sous le canon du fusil M16 et plus tard du M4, permettant aux soldats de tirer des grenades de 40 mm sans avoir à porter une arme séparée. Cette conception a permis d'intégrer la puissance de feu explosive directement dans l'armement principal des soldats, leur conférant ainsi un avantage tactique significatif sur le champ de bataille. L'une des principales qualités du M203 est sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. Le lance-grenade utilise un mécanisme simple de chargement et de déchargement par glissement, ce qui permet un rechargement rapide et efficace au combat. Le M203 est capable de tirer plusieurs grenades, y compris des grenades explosives, fumigènes, légères et lacrymogènes, ce qui le rend extrêmement polyvalent dans un large éventail de situations tactiques. Avec une portée efficace de 400 mètres, le M203 permet aux soldats d'engager des cibles protégées et de supprimer les positions ennemies avec précision et efficacité. Le M203 présente également quelques défauts. Le poids supplémentaire du lanceur et des grenades peut accabler le soldat, en particulier lors de longues patrouilles ou d'opérations en terrain accidenté. De même, le M203 nécessite une formation spécifique pour permettre aux soldats d'utiliser l'arme efficacement et en toute sécurité.
Sa durabilité et son efficacité prouvée au combat ont fait du M203 un choix populaire et fiable, établissant sa place en tant qu'élément essentiel de l'arsenal de l'infanterie moderne. Introduite pour la première fois en 1957, la mitrailleuse M60 est devenue un élément essentiel de l'arsenal américain pendant la guerre du Vietnam. Communément appelée The Pig, le cochon, en raison de son poids et de son profil robuste, la M60 était destinée à fournir un appui-feu efficace et continu. Tirant des munitions de 7,62 mm de l'OTAN, le M60 pouvait tirer entre 500 et 650 coups par minute, ce qui en faisait un outil formidable pour étouffer les tirs ennemis et soutenir les percées de l'infanterie. Sa flexibilité lui permettait d'être utilisé à la fois dans des opérations mobiles et fixes, montées sur des trépieds ou dans des véhicules. Malgré ses capacités étonnantes, le M60 n'était pas dépourvu de défauts. Avec un poids d'environ 10,5 kg sans munitions, il était difficile à manipuler et à transporter sur des terrains denses et accidentés, tels que les jungles vietnamiennes. En outre, le M60 était en proie à des problèmes de fiabilité, notamment en ce qui concerne le système d'alimentation en munitions, qui avait tendance à se bloquer dans des conditions défavorables. La conception du M60 est fortement influencée par la mitrailleuse allemande MG42 de la Seconde Guerre mondiale. Des caractéristiques telles que le système d'alimentation à la ceinture et le mécanisme de changement rapide du canon ont été ajoutés au M60, un mélange d'ingénierie américaine et de nouveautés allemandes. En outre, le M60 a occupé le devant de la scène non seulement au combat, mais aussi dans la culture populaire, apparaissant dans d'innombrables films et émissions de télévision sur la guerre du Vietnam, renforçant ainsi sa réputation d'arme la plus emblématique du conflit.